Vous m'entendez? Mais tout va bien. Bonsoir, donc en cette veille des Journées nationales de l'architecture, nous sommes très heureux de vous accueillir et de vous présenter trois architectes nîmoises de trois agences différentes. Alors, excusez-moi. Donc, nous avons avec nous Julie Marie. Julie Marie, qui est architecte DE, qui exerce en nom propre. Elle s'est formée aux performances énergétiques du bâtiment et spécialisée dans la construction paille. Myriam Barral, de l'agence Imago. Alors, dans son équipe, la voici. Et donc, dans sa démarche de développement durable, elle apporte au cœur de ses réalisations une attention particulière au confort et au bien-être des usagers. Et Kathleen de l'agence, Kathleen Van Act, pardon, comme c'est une amie du coup, Kathleen Van Act de l'agence KVA, dont le travail en architecture et en urbanisme est ancré dans une démarche environnementale. Démarche environnementale. Donc tour à tour, elles nous parleront de leur approche de la construction écologique durable, autrement dit, d'éco-construction. Alors, excusez-moi. Donc, l'éco-construction. Qu'est-ce que l'éco-construction? Dans la construction collective, ce terme générique renvoie très souvent, et à tort, cette démarche à sa simple utilisation des matériaux biosourcés. Or, nous verrons avec nos architectes ici présentes que la construction ou la réhabilitation des bâtiments à l'ère de la transition écologique implique bien plus que ça. Alors, pour le replacer dans l'actualité, nous savons que le secteur du bâtiment, après celui du transport, est au cœur de la lutte contre le réchauffement climatique, et puisqu'elle représente 24% des émissions de CO2 et consomme près de 44% de l'énergie utilisée. Et d'un point de vue législatif, ici on a un diagramme de la loi de la transition énergétique pour la croissance verte de 2015. Et donc on a clairement deux objectifs qui concernent le secteur du bâtiment. On a ici donc la réduction des émissions de gaz à effet de serre et les énergies fossiles. Donc actuellement on a la loi climat-énergie qui a été votée et qui revoit à la hausse ses ambitions environnementales. Donc effectivement, au lieu des 75% de réduction par rapport à 1990, à l'horizon 2050, on vise carrément la neutralité carbone. Et pour les énergies fossiles, donc la réduction des énergies fossiles, donc de moins de 30% annoncée à l'horizon 2030, donc par rapport à une consommation de 2012, la réduction qui était annoncée à moins 30%, dernièrement passe à moins 40%. Donc on voit vraiment qu'on vise vraiment un mieux. Alors, dans tout ça, quel est le rôle des architectes? Alors il y a 4 ans, justement, lors de la COP21, la ministre du Logement et de l'Égalité des Territoires saluait les architectes, n'est-ce pas, pour leur contribution à donner des solutions aux défis énergétiques et environnementaux. Donc ça, ce sont ses propres termes. Donc on parle véritablement de défis. Et pour faire simple, donc leur mission est de livrer des bâtiments économes en énergie, qui s'inscrivent dans la durée, qui respectent l'environnement et qui utilisent le plus possible des ressources naturelles locales et tout ça bien sûr en assurant le confort et la santé des usagers, puisqu'on parle aussi de qualité de l'air. En somme, comment faire plus, mieux et avec moins. Donc en effet, c'est bel et bien un défi. Donc, est-ce que ça marche? Voilà, donc là, un diagramme. Si on part du principe que l'énergie la moins polluante est celle qu'on ne consomme pas, ce diagramme qui représente la démarche de Négawatt, en fait, de l'association Négawatt, ce diagramme, c'est celui qui illustre le mieux cette nouvelle vision de l'énergie. Donc, il y décrit une démarche en 3 étapes, qui sont de favoriser les installations renouvelables,
de production d'énergie renouvelable, de mettre en œuvre des solutions efficaces pour réduire la demande en énergie en fait. Donc, et enfin atteindre la sobriété énergétique. Et là nous verrons avec vous, mesdames, que les solutions techniques ne relèvent pas simplement, ne relèvent pas d'une approche formatée, mais d'une réflexion commune entre la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage. Donc qu'ils vécurent heureux et consommèrent moins d'électricité. C'est pas seulement ce qu'on vise. Bon, d'ailleurs, ce qui nous intéresse aujourd'hui en leur donnant la parole, c'est de partager avec nous leur retour d'expérience. En effet, elles n'ont pas attendu qu'un cadre réglementaire fixe des objectifs pour s'engager sur cette voie, et sur cette voie de l'éco-construction, en faisant de leur démarche, en fait, en faisant du cheminement du processus de conception un élément aussi important que le projet final. Donc elles nous diront comment, au gré des commandes des ouvrages, de maîtres d'ouvrage publics ou privés, elles ont pu aborder la conception de leur projet en prenant en compte les contraintes physiques, techniques et d'impact environnementaux. Comment elles ont été amenées à sensibiliser un peu plus les maîtres d'ouvrage aux enjeux sociétaux, d'usage et de sobriété énergétique, pour favoriser finalement une architecture plus responsable, une architecture de bon sens. Pour cela, il leur aura certainement fallu aussi démystifier le conte des 3 petits cochons par rapport au choix des matériaux. Donc, ça, ils nous raconteront. Et elles nous diront également si ce qui semble être un terrain d'innovation, un terrain de challenge, l'est réellement. Et quels freins elles ont dû lever et quels leviers elles ont dû mettre en œuvre pour favoriser ces projets et convaincre et concrétiser ces projets qui sont tout à fait inspirants. Donc voilà, je vais donner la parole à notre jeune consoeur, donc Julie Marie. Bonsoir. Donc moi je vais vous présenter, pour parler un petit peu de ces thématiques de bioclimatisme et de matériaux biosourcés, 3 projets différents qui rentrent dans des cadres et des environnements différents. Donc le premier, ça va être une étude pour une construction d'une maison individuelle sur un terrain vierge. Le second, ce sera une rénovation et extension en ville. Et le troisième, une construction neuve, mais sur un terrain beaucoup plus contraint. Donc le premier projet, donc la construction de la maison, c'était un projet particulièrement intéressant parce que j'ai un maître d'ouvrage, donc un couple avec un jeune enfant qui sont venus me voir avec des contraintes de temps très serrées parce que ce terrain fait partie des terrains qui passaient en zone naturelle l'an dernier avec le nouveau PLU. Et donc il a fallu établir très rapidement une étude et déposer un permis de construire. Pris par ce temps, les gens qui sont venus me voir sont venus avec un programme très précis, avec des envies très précises et avec surtout des curseurs de priorité auxquels ils avaient déjà réfléchi en amont. Donc le programme architectural, c'était 2 chambres, possiblement il y avait des pièces, c'était si on peut, on fait un cellier, si on peut, on fait un bureau. Ils avaient surtout des envies en termes de système constructif, de système de chauffage, d'utilisation de matériaux biosourcés. Et ils avaient évidemment un budget qui était clairement défini dès le début, qui nous a permis d'avancer assez rapidement. Donc, oui.
terrain, bien sûr. Oui. Donc, pour vous donner une idée du terrain, parce que c'est un petit peu la base du travail, donc c'était un terrain qui est très arboré, sur la partie ouest avec des grands arbres, sur la partie sud et ouest ouest, oui, avec des arbres plus petits, type chêne vert ou olivier. C'est à Nîmes? C'est à Nîmes, oui, côté Marguerite sur les collines. Et donc voilà, je vous ai mis quelques schémas. Désolée, on ne voit pas très bien là, avec le projecteur. Pour vous expliquer un petit peu la base de la réflexion en début de travail pour élaborer une esquisse. C'est le travail de n'importe quel architecte. Et donc on compose avec l'environnement dont on va devoir tirer profit au maximum, là, en l'occurrence pour rentrer dans des performances énergétiques définies. Donc on a des arbres, on a une topographie, on a une orientation nord-sud, on a un accès, des voisins, des passages avec lesquels composer. Donc c'est voilà, comme ça que moi je présente un petit peu en esquisse la façon de réfléchir cette maison, bien sûr en cohérence avec le programme qui est annoncé et avec le budget. Donc là c'est une maison avec la topographie qui s'organisait en plusieurs niveaux pour s'adapter au terrain, en tout cas au niveau de l'esquisse. Donc là on a les 3 plateaux différents. Je suis désolée, on ne voit pas grand chose. Là-haut c'est pour présenter, donc vous avez l'orientation nord pour montrer, c'est comme disait Nacera, en fait, c'est du bon sens. On se protège des façades exposées aux intempéries au maximum. On se protège de l'ouest aussi au maximum parce qu'en été dans notre région c'est ce qui pêche un petit peu quand on n'a pas de protection de masque sur ce côté-là. Voilà, donc le schéma qui synthétise un petit peu tous ces éléments. Donc au stade d'esquisse, moi j'ai un peu l'habitude de travailler comme ça, je fais sous forme de calque. Certains trouvent que ça fait un peu brouillon, mais ça permet aussi au maître d'ouvrage de ne pas considérer que c'est quelque chose de fixé, de figé, de très rigide. C'est une base de travail. Donc on a les protections nord, protection nord avec le vent, on conserve un maximum d'arbres aussi au nord existants, là, se protéger du vent. On a toutes les prises de jour et d'ensoleillement au sud. On a aussi des vues à privilégier suivant les zones de la maison. Donc, par exemple, pour ici la suite parentale qui se trouve dans cet emplacement-là, on privilégie des vues lointaines dans le jardin. Pour cette zone de vie, on privilégie le rapport avec le jardin au sud et sous les chênes. À cet emplacement-là, ici, il y a une ruine qui sera peut-être un jour utilisée. C'est le schéma directeur de base sur lequel on s'est mis d'accord avec les clients pour avancer. Donc le plan, ça donne ça sur 3 plateaux au stade de l'esquisse, avec un petit patio à cet endroit-là, donc il vient faire un petit peu une cassure entre les différentes volumétries et qui permet aussi d'approfondir l'espace, d'élargir des perspectives et d'éviter un effet contre-jour qui est souvent un petit peu désagréable. Donc là c'est au stade permis, c'est un petit peu plus avancé, les différentes volumétries. Donc on a deux toitures terrasses et une toiture, une pente d'acacier, une pente de 17%. Donc rapidement on s'est rendu compte que ça correspondait au niveau des envies du maître d'ouvrage, mais au niveau du budget, il allait falloir trouver des solutions. Et la solution, c'est eux qui ont donné, comme je disais au départ, les priorités. La priorité, c'était l'usage d'un système constructif en ossature bois. Moi, je leur avais assez rapidement parlé de la paille parce que ça répondait à leurs attentes, à leurs envies. Et surtout, c'est un excellent matériau pour l'isolation, pour l'inertie, pour la perspirance. J'en parlerai plus tard.
Donc on a étudié ce projet, on l'a phasé. Donc on a fait un dépôt de permis sur un projet global. Et au niveau de la construction, moi j'ai étudié un estimatif pour coller au plus juste en 2 phases. La phase 1, où on fait les unités de vie essentielles à leur famille aujourd'hui, on va dire. Donc, avec voilà, 2 chambres, ils avaient des exigences en termes de surface de chambre qui ont été respectées. La programmation est respectée, donc il y a le bureau qui est fermable plus tard, l'unité de vie avec une surface minimale qui est au-delà de ce qu'ils avaient demandé initialement, les terrasses extérieures, et donc la phase 2 qui se fera quelques temps plus tard, avec la mise en œuvre d'une entrée et d'une suite parentale, et l'aménagement du garage, enfin, de l'abri voiture. Donc c'est un projet, c'est pas compliqué, on anticipe les ouvertures dans l'ossature bois, et puis en phase 1, c'est des ouvertures qui sont comblées avec des bottes de paille et qui seront ouvertes en phase 2. Ça c'est pour vous donner des idées des ambiances intérieures. Donc on est parti sur une ossature bois, remplissage bottes de paille, avec des enduits chauds extérieurs, et intérieur c'était pas encore défini, hein, soit des enduits chauds, soit des enduits terre, qui apportent un grand confort thermique, un confort acoustique et des ambiances très chaleureuses. Voilà, donc j'ai mis un petit récap des attentes. L'estimatif, on est arrivé donc, à 234 000 € TTC pour la phase 1, avec donc leurs exigences. Ils voulaient une maison sur un vide sanitaire, dalle béton, ossature bois, remplissage paille, les enduits, enfin, voilà, tout y était. On a des menuiseries à nu et un système de chauffage pompe à chaleur, et dans toutes les nouvelles maisons, là on doit mettre également des chauffe-eau thermodynamiques. Donc on a une étiquette énergie de la maison à la RT 2012 au dépôt thermique, qui est extrêmement intéressante en termes de consommation et d'émissions de gaz à effet de serre. Voilà, donc je vais vous parler un petit peu de la paille, parce que le projet il n'a pas encore été en phase chantier. Donc pour vous expliquer un petit peu, parce que peut-être que tout le monde ne connaît pas les mises en œuvre, donc il y a plusieurs systèmes différents. Il y a un système, donc ce qui est à mon avis envisagé sur ce chantier-là, on met en place une ossature bois, on remplit en paille, et puis côté extérieur on peut mettre soit un bardage, soit un enduit, et l'intérieur aussi on choisit. Ça peut être, on peut faire également de l'isolation thermique par l'extérieur, sur un existant par exemple, en maçonnerie. On peut également utiliser des panneaux préfabriqués, donc ça dépend aussi de la structure de l'entreprise qui va se charger de ça, s'ils sont équipés, s'ils ont des hangars suffisamment grands pour faire la préfabrication en atelier. C'est un gain de temps considérable sur le chantier, et ça évite d'avoir un chantier avec de la paille en vrac, quoi. Voilà quelques références un petit peu glanées. Donc il y a des références du réseau français de la construction paille, là-haut, puis les précédentes photos. Donc là c'est des ossatures avec un parement intérieur. La ossature bois, on aura la paille des deux côtés, donc potentiellement on pourra enduire des deux côtés du jus intérieur. Donc la construction paille est réglementée, il y a des règles professionnelles auxquelles les artisans doivent répondre, pour assurer la bonne mise en œuvre tout simplement de la paille, pour pas qu'il y ait de désordre pendant ou suite au chantier. La préfabrication, donc ça s'organise comme ça. L'entreprise fabrique les caissons, les remplit, les ferme, et ça arrive sur chantier prêt à revêtir. Là, c'est deux images que j'ai trouvées sur le site de la SCOP Écoterre à Sauve, qui est un peu spécialisée dans les écomatériaux.
C'est pour vous montrer un petit peu que une construction de paille, ça ne se voit pas de l'extérieur, on ne peut pas forcément deviner. Il y a certaines mises en œuvre où les angles sont arrondis, voilà, on peut deviner, mais on peut tout à fait faire des maisons très, très contemporaines sans que ça se voit. Et donc, voilà, donc ça c'était pour la paille, qui procure donc des excellentes performances en termes d'isolation thermique, des très bonnes qualités de perspirance de mur, donc c'est la capacité de la vapeur d'eau à traverser un mur, et c'est très intéressant, associé notamment à des enduits chauds, parce que un mur qui prend un petit peu l'humidité quand il pleut, ou quand il y a des différences thermiques et hygrométriques entre le milieu intérieur et le milieu extérieur, ces systèmes constructifs-là permettent à la vapeur d'eau de migrer très facilement d'un milieu à un autre, sans faire de désordre, sans faire de point de condensation dans le mur. Donc ça donne aussi une qualité de l'air qui est remarquable. Donc le deuxième projet, c'est donc une extension et rénovation en ville. Donc je vous en parle parce que les clients étaient assez attentifs également à l'utilisation des matériaux, notamment pour la qualité de l'air, pour voilà, le respect de l'environnement. Donc bon, on a fait un petit peu comme on a pu, le budget était un petit peu serré. Et surtout, je vous en parle parce que c'était une maison qui était très introvertie, très peu de relations avec l'extérieur et qui est devenue complètement ouverte sur son très grand jardin, tout en hauteur. Voilà. L'entrée se fait par ici. Et ça, c'est au dépôt de la déclaration préalable. La parcelle fait plus d'une cinquantaine de mètres de longueur. Voilà, donc leur problème, c'était qu'ils avaient ici une entrée de la maison, donc ce petit volume-là, qui était pris en sandwich entre une partie habitée ici, une véranda qui était plus utilisée ici, qui avait été faite par les anciens propriétaires. Et donc, ils n'étaient pas du tout reliés au jardin. Initialement, on devait uniquement démolir ça, et finalement, on a démoli tout ça parce qu'ils avaient des contraintes également programmatiques qui n'auraient pas été satisfaites uniquement en utilisant ce volume-là. Donc je vais passer rapidement. Ce qui était intéressant, là, c'était on a utilisé de la laine de bois en isolation thermique par l'intérieur. On a utilisé des matériaux, on a un petit peu insisté pour utiliser des matériaux à l'intérieur pour donner des ambiances aussi. Donc on a utilisé du bois, vous allez voir par la suite. Donc là on est orienté plein ouest, plein sud, là sur la terrasse. Donc on l'a accompagné d'une pergola, de la jardinière pour faire pousser la végétation sur la pergola. Il y avait une demande aussi du client, voilà, d'avoir cette fenêtre. Une fenêtre type banc suédois, donc je l'ai interprétée comme ça. Voilà, la mise en œuvre de la laine de bois, on a fait de la brique, isolé la dalle. Et on a redonné, il fallait mettre un cellier, ça faisait partie des contraintes programmatiques. Toute la maison a changé, l'ancienne cuisine devenait une chambre, l'ancien cellier devenait une salle de bain. On a un petit peu tout repartitionné. Et on a mis ce petit volume cellier en œuvre qui redonne complètement une identité à cette maison, parce que c'est un élément qui est visible de partout et qui redonne de la chaleur à l'ensemble de la maison. Avec une grande ouverture et une belle lumière sur le jardin. Le dernier projet, donc c'est un projet qui est actuellement en construction. Je vous montre parce que c'est encore un contexte différent. Là, on devait construire sur un emplacement où il y avait déjà eu une construction. Donc, j'ai pas eu le choix de l'implantation de l'ouvrage et on se trouve du coup avec une façade plein ouest, c'est sur Alès. Donc, il fait bien chaud, plein ouest là-bas. On a pu tester ça cet été. Et du coup, il a fallu trouver des systèmes pour se protéger de la chaleur sur cette façade. Donc c'est juste, c'est
encore une fois, c'est du bon sens, c'est des bonnes pratiques, je pense. Donc protection des plus grandes baies, soit par une avancée de balcon ou de toiture, qui va venir casser le soleil pendant l'été, soit l'accompagner avec une pergola, pareil jardinière, pour faire pousser la végétation et abriter les terrasses extérieures. Et les autres fenêtres qui n'ont pas ces éléments-là sont toutes équipées n'ont pas du tout les mêmes proportions, elles sont beaucoup plus verticales. Là, j'ai un peu déformé. Et surtout, elles sont équipées de brise soleil orientable. Donc c'est un système d'occultation par l'extérieur qui permet de maintenir une bonne luminosité sans avoir la lumière directe, ce qui est assez agréable. Et ce projet-là est également, il a un autre point intéressant, c'est qu'il va être isolé par l'extérieur, en laine de bois. Je ne vais pas encore trop vous montrer. Mais il va avoir une excellente résistance thermique, une bonne inertie. Et voilà, donc pas non plus de soucis au niveau d'immigration de vapeur d'eau. Ça, c'est pour vous montrer la mise en œuvre de la laine de bois, ce que je vais voir sur le chantier. Et j'avais à l'étude également, je voulais l'évoquer avec vous, c'était la mise en œuvre de béton de chambre, de chaud chambre. C'est très intéressant aussi pour toutes ces thématiques d'inertie dans le bâtiment. Ça peut s'utiliser soit en extérieur en isolation, ça peut avoir des épaisseurs très importantes, et ça peut également s'utiliser en correction thermique en intérieur. Et ça, c'est très intéressant aussi parce que c'est des matériaux biosourcés par le chanvre, et ça apporte une inertie, ça évite l'effet paroi froide en intérieur dans la rénovation. Quand une rénovation thermique d'un bâtiment ancien, c'est intéressant. Et puis, voilà, que des bonnes qualités acoustiques également. Voilà pour ma partie. Merci. Merci. Donc, je vais donner la parole à Kathleen Levesque. Bonjour tout le monde, moi je suis Kathleen Levesque, architecte à Nîmes. Ça fait plaisir qu'on me présente comme architecte gardoise, parce que je ne suis pas vraiment d'ici. Je pense que ça va s'entendre, parce que je n'ai pas perdu l'accent malgré tout le temps que j'habite ici. Donc je suis à Nîmes, architecte spécialisée dans tout ce qui est projet environnemental, aussi bien en urbanisme, aménagement urbain, que tout ce qui est lié à l'équipement public, école, lié à l'enfance. Et j'accompagne aussi des maîtres d'ouvrage et des maîtres d'œuvre en projet durable, QDN, Quartier Durable Occitanie, ou BDN, BDO, Bâtiment Durable Occitanie, ainsi que dans les bâtiments passifs. Je vais revenir après dessus. Donc, ce soir, comment moi j'aborde les projets écologiques et durables. Le but quand même d'un bâtiment ou d'un projet, c'est d'avoir du confort, de se sentir bien. Donc c'est du confort d'usage, comment adapter le bâtiment aux usagers et pas les usagers au bâtiment. Donc c'est vraiment l'utilisateur au cœur de l'acte bâtir. Pour ça, on fait je vais vous montrer comment on y arrive après. Le confort visuel, donc la lumière, luminosité. Le confort acoustique,
surtout dans les écoles, parce que le confort sonore pour les enseignants et les enfants, c'est quand même très important. Et le confort thermique, froid, chaud, etc. Donc ce soir, j'ai choisi de présenter deux projets. Un projet, c'est la rénovation énergétique du foyer d'ancienne usine EDF à Vénéjean. Et le deuxième projet, c'est des groupes scolaires, l'extension en construction modulaire bois. La mairie de Vénéjean m'a contacté pour faire la mise en conformité, accessibilité de leur foyer. Le foyer donc, se trouve à Vénéjean, c'est une commune qui se trouve complètement à l'est du Gard ou à l'est d'Occitanie, ce qui est important pour les subventions, que ça se trouve quelque part, que c'est ancré dans les territoires. Donc c'est une commune qui se trouve donc, à l'est de Bagnols-sur-Cèze et qui a 1200 habitants. Donc ça c'est l'usine ou le foyer avant travaux. Donc on se retrouve avec une usine qui a été construite en 1930. C'est une usine qui a été construite pour distribuer l'énergie pour distribuer l'énergie qui venait des Alpes vers Marseille et Montpellier. Dans les années 70, c'était plus nécessaire, donc ils ont démoli les bâtiments, et le seul bâtiment qui est resté, c'est le bâtiment d'entretien. Les gens de Vénéjean sont très... ils adorent leur bâtiment. C'est toute une histoire, c'est l'énergie. Enfin, d'abord, à la vallée du Rhône, vers là-bas, c'est beaucoup d'énergie nucléaire, d'énergie. Et moi, j'ai essayé de les amener pour faire un développement durable, sans énergie nucléaire le moins possible. Donc, on a travaillé en équipe. Donc, un projet, ça ne se fait pas tout seul. C'est pas que l'architecte. Donc, c'est d'abord une volonté de la maîtrise d'ouvrage. Donc la maîtrise d'ouvrage, il y avait le maire, les élus, la secrétaire et il y avait aussi, je ne sais pas si elle a suivi le chantier. Il y avait l'équipe de maîtriseurs, donc pas pareil, ça ne s'est pas fait tout seul, on était toute une équipe entre les ingénieurs fluides, structure, l'économie, l'acoustique. Il y avait aussi Isabelle Lecourt qui a suivi tous les projets côté environnemental. Et ensuite, on a commencé à se poser des questions ensemble. En fait, c'est le démarrage de tout projet, aussi bien en maison individuelle qu'en projet urbain, ou projet de construction publique, peu importe quelle échelle. Donc là, ce qui était important pour l'équipe de la maîtrise d'ouvrage, c'était un bâtiment confortable et surtout supprimer tous les inconforts. Parce que c'est quand on demande qu'est-ce qu'on veut, en général, on sait ce qu'on ne veut pas. Donc, ils ne voulaient plus les courants d'air, ils ne voulaient plus avoir trop chaud ni trop froid. Il voulait avoir une meilleure acoustique, l'air était trop sec. Ce qui est important aussi, c'est un bâtiment accessible à tous, donc aussi aux personnes à mobilité réduite. Donc aujourd'hui, comme on voit sur l'image, j'ai l'usine, l'ancien bâtiment ici, les rez-de-chaussée à peu près accessibles. Et après, j'ai le monte-charge pour monter aux étages, qui ne fonctionnait plus. Donc en fait, les étages n'étaient pas accessibles. La mairie voulait bien des matériaux sains. Ce qui était important, c'est de faire travailler les entreprises locales, sobre en énergie, facile d'entretien et enveloppe financière à respecter, en fait, comme tout projet. Alors très vite, on a monté ensemble un comité de pilotage dans lequel il y avait donc la mairie, des associations qui étaient déjà présentes, des utilisateurs, des riverains, et les enfants du conseil municipal et des personnes de l'école. On a travaillé tous ensemble. Ils ont monté très vite une page Facebook qui a été alimentée toutes les semaines par un élu de la mairie. Et on a fait aussi des réunions de présentation publique, de concertation, et on a fait plusieurs réunions de chantier, visites de chantier pour les enfants qui ont du coup pu choisir sa couleur. Donc on a aussi posé la question, donc on est sur un bâtiment existant, commune de 1200 habitants, une commune de 1200 habitants qui a une salle polyvalente, c'est à peu près 200 mètres carrés normalement. Là, on a un bâtiment existant qui fait 720. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on construit un nouveau bâtiment de plein pied entièrement accessible, ou est-ce qu'on va rénover le bâtiment des 720 mètres carrés? Donc on a fait le choix ensemble de
de rénover le bâtiment existant, aussi pour la raison que qu'est-ce qu'on fait avec le bâtiment une fois qu'il est devenu salle polyvalente. Ça fait aussi des frais de fonctionnement, il faut les maintenir en état. Et par contre, ce qui est important pour moi, c'est de valoriser les caractères industriels et les côtés production d'électricité. Donc j'avais envie d'en faire un bâtiment énergétique, en énergie positive. Donc la question, est-ce qu'on fait uniquement la mise en accessibilité PMR, personnalité réduite, ou est-ce qu'on en profite pour faire une rénovation énergétique? Là, on a fait plusieurs réunions avec la mairie, parce qu'ils voulaient bien me suivre pour faire une rénovation énergétique, à condition que ça rentrait dans le budget initial. Donc là, on a accompagné la mairie pour chercher les subventions. Donc c'est un projet qui fait 722 mètres carrés. Il a coûté 1 290 euros hors taxe. Et on a eu presque 80% de subventions. Donc à la fin, ça n'aurait pas coûté plus à la mairie s'ils avaient construit une construction neuve. Sauf qu'au lieu d'avoir 200 mètres carrés, ils ont 722. Ce projet, on l'a présenté en démarche BDA-BDO, Bâtiment Durable Occitanie. On a eu une médaille d'argent pour la conception et réalisation. On s'est posé beaucoup de questions sur le programme. J'avais des salles sportives à chaque niveau, des associations. Il y a quand même très peu de gens qui prennent une douche après leur activité sportive dans les associations le soir. Ils rentrent en général chez eux, surtout quand ils habitent à 50 mètres de lieux d'association. Donc du coup, on a fait le choix de ne pas faire des douches à chaque étage, mais uniquement au rez-de-chaussée. Ça montre un peu la sobriété du programme, et en travaillant sur le programme, on peut aussi économiser le budget. Donc on a des salles associatives au rez-de-chaussée, qui donnent chaque fois sur l'extérieur. Le bâtiment existant était extrêmement fermé à l'intérieur, c'était pas le même usage, c'était l'usine. Zéro accès sur l'extérieur, donc nous on a vraiment voulu que chaque salle avait ses espaces extérieurs. On travaille beaucoup sur les principes de la maison passive. Très rapidement, en fait, on va faire une sorélisation des murs pour éviter qu'on ait besoin de très peu d'énergie pour chauffer et pour climatiser. On va travailler comme dans le bioclimatique avec l'orientation du bâtiment. On va calculer les débords de fenêtres, des toitures, pour que les lumières des fenêtres captent tout le soleil l'hiver et pas l'été. Et on va aussi travailler pour éviter la déperdition du bâtiment que vous voyez rond. Donc en général, on fait une très bonne étanchéité à l'air. Alors, sans rentrer complètement dans la certification des bâtiments passifs, on a, avec la mairie, on a travaillé pour faire une rénovation passive de ce foyer. Donc ensuite, on arrive plus sur l'architecture et le programme au niveau contexte. Donc j'ai un bâtiment existant, je ne peux plus le modifier. Il est là, il est plutôt bien orienté. Ce qui manquait, c'est qu'il est à 800 mètres de la commune. La commune est plutôt très jolie, il y a des très jolis plateaux au-dessus avec les moulins, le château, le théâtre de verdure. Et par contre, les gens avaient l'impression que c'était extrêmement loin, donc ça fait que 800 mètres. Parce que depuis la commune, enfin depuis quand on est dans le bâtiment, on a zéro relation avec la commune. Donc l'idée aussi, c'était de montrer aux gens que 800 mètres, c'est pas très loin. Et en fait, en ouvrant des ouvertures à chaque niveau, on voit le village. Et du coup, les gens maintenant, ils viennent beaucoup plus à pied ou en vélo. Donc ça aussi, c'est développement durable. Donc le bâtiment avait beaucoup d'atouts. D'abord, il était éloigné du village, ce qui est aussi pratique quand il y a des fêtes, etc. Un grand parking qui existe autour. Des platanes côté sud, donc comme expliqué Julie, pour le confort d'été, c'est très bien, je n'avais plus à planter. Et donc orienté sud, voilà. C'est un site extrêmement vanté, avec le vent là-bas. Donc l'idée était très vite venue de mettre des éoliennes. Donc là encore, donc à chaque niveau, donc j'ai plusieurs salles associatives. Et donc à chaque niveau, donc on crée des terrasses avec une vue panoramique sur le village. Alors la salle polyvalente, elle se trouve au 2e étage,
parce que c'est le seul niveau où j'ai sur sous plafond un peu correct. Au premier niveau, j'ai 2 mètres sous poutre, donc c'est la hauteur d'une porte. Rez-de-chaussée, j'ai 2,50 m, c'est correct. Et deuxième étage, j'ai 4 mètres. Sans photo et grand espace vide. Donc du coup, on a mis la salle polyvalente au deuxième étage, avec une grande terrasse panoramique. Pour nous, ce qui était important, c'est que c'est le confort d'usage. Donc c'est un bâtiment confortable, pas uniquement durable, mais confortable. Donc lumière, espace agréable à vivre, de préférence avec vue, confort thermique, confort d'été, bonne ambiance sonore, l'acoustique, l'hygrométrie, ventilation, qualité de l'air. C'était un point fort et point important pour nous. On a travaillé aussi, on avait trouvé qu'on était monté sur le toit une vieille trémie qui n'était pas visible depuis l'intérieur. On a profité pour faire un peu de lumière. Avec les enfants, quand ils sont venus, on a travaillé sur des couleurs. Donc c'est les enfants qui ont choisi les 3 couleurs des baffles acoustiques. Donc en fait là, les éléments que vous voyez ici, qu'on a intégrés dans la verrière, c'était d'un côté pour couper la lumière directement de la verrière et de côté acoustique. Donc ça coupe le son. Fonctionnel aussi, parce que l'usine avait qu'un escalier extrêmement raide et fonctionnel, mais pas utilisable tous les jours. Donc on a voulu un escalier plutôt très aérien, ouvert, et également qui a des vues vers le plateau sportif qui est en face. Et donc là aussi, donc, quand on monte l'escalier, on a aussi vue sur le paysage autour. On a travaillé beaucoup l'acoustique. Les lumières, on a des menuiseries bois alu, donc alu extérieur, c'était même important pour la mairie, pour l'entretien, et côté bois, côté intérieur, pour le côté ambiance. Ensuite, on arrive sur l'enveloppe, donc dans les cas du passif, donc on a surisolé en fait les murs et la toiture. En phase d'études, on voulait travailler sur du textile recyclé, du métis. J'ai une diapo après, je vais vous expliquer. À phase chantier, ça n'a pas été possible. Donc du coup, on est passé en fibre de bois et laine de bois. Ça n'a pas été possible parce qu'on n'avait pas d'avis technique. On n'avait pas isolé 820 mètres carrés de façade sans avis technique. On a choisi ces matériaux pour le déphasage des matériaux, donc pour éviter que la chaleur prenne vraiment beaucoup de temps avant d'entrer dans le bâtiment. Et aussi, une fois que le bâtiment est bien isolé, on peut réduire les installations techniques. Donc on réduit le besoin en chauffage et en climatisation. Donc là, c'est le textile recyclé, c'est tous les avis quand vous les mettez dans des conteneurs. Emmaüs, donc réseau solidaire, récupère les jeans. Et donc les personnes en insertion en font des matelas et des textiles. C'est un très bon isolant côté thermique et acoustique. Et les artisans, une fois qu'ils l'ont mis en œuvre, ils adorent travailler avec. C'est extrêmement propre. Laine de bois. Notre coupe sur le bâtiment, donc, où on voit on voit les différentes hauteurs des différents étages. La verrière, donc on a profité pour avoir le maximum de lumière. La surilisation de tout le bâtiment. L'arbre avant, je vous expliquerai après. Et donc on a rajouté aussi des panneaux acoustiques dans tous les salles. On a fait une innovation sur ce projet au niveau isolation extérieure. La réglementation dit que matériaux biosourcés au-delà de 9 mètres de haut, c'est pas possible. On a travaillé avec le bureau de contrôle qui a été d'accord de prévoir l'interprétation et en fait on a travaillé avec des réducteurs coupe-feu. Et en fait, chaque fois, on recompte les 9 mètres. Donc, du coup, j'ai une isolation extérieure biosourcée. On le voit ici, c'est très discret. On le découvre, enfin, on le voit là. Donc, c'est un réducteur coupe-feu qui permet de nous faire de l'isolation extérieure biosourcée. Une fois que le bâtiment a été bien isolé, on a besoin de très peu d'équipement pour le chauffer et le climatiser. On a choisi ensuite des équipements très économes en énergie. On a mis par exemple un ascenseur qui récupère l'énergie quand il descend. Ça, c'est un phase chantier.
Donc le bâtiment avant chantier, il consommait 137 kW. Après chantier 39, donc on a beaucoup diminué. Ensuite, on a travaillé avec la mairie pour le rendre à énergie positive. Donc d'un côté, on a mis des panneaux photovoltaïques sur la toiture. Donc il ne fallait pas beaucoup de toiture photovoltaïque pour cette surface de bâtiment, vu qu'il était déjà bien isolé. Donc on a mis 120 mètres carrés de panneaux photovoltaïques. Et en fait, on est en autoconsommation et on revend le surplus à EDF, qui est juste à côté. Et à la base, on avait prévu 3 éoliennes de type urbain sur le chantier. Et la mairie m'a dit à un moment donné, mais tout ce que vous avez mis jusqu'à maintenant, ça ne se voit pas. On ne voit pas l'isolation, on ne voit pas la toiture. Nous, on veut quelque chose qui se voit. Et donc, on a trouvé l'arbre avant. Donc c'est un arbre, enfin c'est une éolienne en forme d'arbre. Et chaque feuille, ça s'appelle éolif, il fait quand même 1 mètre de haut, produit de l'électricité. J'ai quelques images de montage. L'arbre fait quand même 9 mètres de haut. Je pense que j'ai cliqué dessus. En fait, les feuilles tournent en fonction du vent. Ce que moi me plaît bien, c'est qu'ils ont, entre-temps, ils ont tellement évolué que je n'ai pas toutes les feuilles qui produisent l'électricité. Donc j'en ai plusieurs qui sont faux. Et en fait, ils ne tournent pas dans la même vitesse. Et c'est plutôt très joli. Moi, personnellement, je trouve ça très joli. Ça tourne pas dans la même vitesse. Donc, du coup, le bâtiment est devenu une énergie positive. Donc, on consomme, il produit plus d'électricité qu'il consomme. Et donc, ils arrivent à vendre. Un bâtiment à énergie positive, ce n'est pas uniquement l'énergie. C'est pas uniquement l'énergie, donc le bâtiment a été éco-conçu, innovant, mais c'est aussi bien l'énergie de la maîtrise d'ouvrage, toute l'équipe de maîtrise d'œuvre, tous ceux qui ont financé le projet, les utilisateurs, les entreprises et l'énergie renouvelable qui font que c'est un projet énergie positive. Là, vous voyez l'évolution du projet. Donc ça, c'est le bâtiment en 1934, le bâtiment en 1980, le projet tel qu'on l'a proposé à la mairie en 2017 et tel qu'il a été réalisé. Ce qu'on voit, en fait, c'est le cycle du bâtiment que nous, on a remarqué sur le prochain cycle, peut-être à l'entrée en temps, donc là, c'est le bâtiment avant et après. Donc la mairie est allée encore beaucoup plus loin. Ils ont installé des bornes énergie renouvelable pour les véhicules. Ils ont mis un partage pour les canettes, parce qu'en fait, il y a un stade sportif en face. Et en fait, c'est les jeunes du village qui nous ont demandé qu'ils avaient beaucoup de canettes pour les recycler. Donc du coup, ça donnait plein d'éco-habitudes qui sont venues s'ancrer autour du projet. Je me mélange. Donc le projet encore et la nuit. Ensuite, j'ai un deuxième type de projet. C'est l'ouverture des classes dans les écoles. Quand il y a une ouverture de classe, ça c'est su à peu près le 1er mars chaque année. Et dans ce cas-là, c'est l'angoisse auprès des mairies, parce que comment ils font pour accueillir 28 enfants dans l'école quand il n'y a pas de classe. Alors j'ai une mairie qui est venue me voir, c'est une mairie de Chaux, qui m'a dit, écoute, on a un devis pour construire l'Algeco, cet été, vous pouvez poser l'Algeco. Alors moi, je voulais bien faire l'école, mais je n'avais pas forcément envie que c'était la réponse pour accueillir les enfants. Donc on a accepté, on a proposé à la mairie, au lieu de poser une Algeco, donc un Algeco c'est des structures métalliques, que du plastique, climatisé, zéro inertie, et la mairie du Chaux avait déjà un Algeco et c'était passé à travers le plancher.
Donc, ils n'avaient pas forcément envie non plus, sauf vu les délais, 6 mois après, il fallait ouvrir pour 28 enfants une nouvelle classe. Donc, la mairie, donc, il voulait une classe pour accueillir 28 enfants de l'école maternelle, 60 mètres carrés, un atelier des sanitaires, un bâtiment accessible. Il fallait rester dans l'enveloppe AGO. Chantier, on s'est occupé, il fallait un chantier à faire de nuisance et rapide. Je pouvais uniquement le faire pendant les vacances d'été, donc 7 semaines et demie. Alors, du coup, nous, ce qu'on a proposé, c'est une construction bois. Enfin, ce qu'on voulait, c'est une classe lumineuse, multi-orientation, qui permet aux enseignants, quand il y a le soleil sur la façade, de fermer, mais encore de voir le milieu naturel de l'autre côté. Ça permet aussi de ventiler. On voulait une classe, donc un bon confort thermique été-hiver, bonne acoustique, hydrométrie, une bonne qualité de l'air, et vu que c'est les enfants, enfin pour tout le monde, on voulait des matériaux sains, biosourcés, c'est surtout ce qu'on a mis là. Du coup, on a proposé la solution, enfin pour nous, c'était de faire une dalle béton isolée, avec une ossature bois dessus. On a rempli cette ossature bois avec de laine et fibres de bois. La toiture en bois de cellulose. On a rajouté en façade des fibres de bois avec des enduits. Et donc ça fait enfin chantier. L'école est finie vendredi. Samedi matin, l'entreprise vient enlever, fait le terrassement. Lundi matin, une semaine après, ils ont coulé la classe. Pendant les 3 semaines où la dalle sèche, c'est ici, l'entreprise construction bois a pris toutes les mesures et tout fabriqué en atelier. Donc, 3 semaines finies, ils arrivent sur l'atelier avec les modules. Ils le montent, ça prend une demi-journée pour monter, une fois que c'est sur place. Et 7 semaines après, on a le bâtiment fini, etc. C'est presque magique, oui. Donc, du coup, c'est les enfants qui sont dedans. L'enseignante est surtout très ravie de la lumière et l'acoustique. Du coup, la mairie, comme il avait un quartier en cours de construction, pour prendre des avances, ils ont demandé que l'été après, donc l'été 2017, on faisait un module avec 2 classes, 2 salles de classe qui, pour le moment, pouvaient servir pour BCD, et quand toutes les nouvelles constructions ont des enfants à l'âge de venir à l'école, qui peuvent éventuellement facilement supprimer une salle de BCD et avoir des classes à disposition. Donc du coup, l'été après, on avait un peu plus de temps parce que du coup, on a pu mieux le préparer. On a reconstruit, on a fait le même type de construction. Donc dalle, plancher, renouveau de la classe et 2 mois de chantier. Donc là, vous avez le plan, donc les 2 salles qui peuvent être aussi bien des salles de classe que BCD. Or, c'est des salles de classe qui sont climatisées, sachant que l'année dernière, ils ont uniquement utilisé quand c'était la canicule. Donc, ils n'ont pas utilisé le reste de l'année, même comme c'est quand même très lumineux, orientation plein sud, ils n'ont même pas chauffé l'hiver. Donc, c'est plutôt très économe en énergie. Et cet été, on a construit le même type de classes à Nage et Solange, donc 2 classes, maternelle et élémentaire. Alors là, le projet est un peu plus complexe parce que j'avais de mauvais sols. La mairie souhaite aussi des prios. Donc cet été, on a construit les 2 classes. Et là, les vacances de la Toussaint, on va faire le locaux pour le personnel, donc une salle de convivialité pour les enseignants. Et on va aussi construire un prio sur le parvis. Donc c'est un projet qui... Là, c'était pas forcément les délais qui étaient importants pour la mairie, c'était surtout pas gêner les enseignants qui travaillaient, les enfants qui travaillaient. Donc ils ne voulaient pas partir sur un chantier qui dure 7 à 8 mois, parce que du coup on perturbe le fonctionnement de l'école. Et on n'a pas souhaité construire dans les cours de récréation pour ne pas les réduire. Du coup on a construit sur le parvis de l'école, qui fait aussi plateau sportif. Donc là, pareil, voilà ce qu'on a rajouté sur le projet. On a beaucoup travaillé avec les enseignants. On a rajouté des façades en ardoise. Et du coup, les enseignants et les enfants peuvent dessiner dessus. Ils avaient déjà un projet sur la libre expression à l'école. Et donc là, il a continué pendant les cours de récré.
Il y a même des enfants qui font des scores de leur match de foot sur le plateau sportif, sur le tableau. C'est qu'est-ce qu'on fait dans l'avenir, c'est à définir, à réfléchir tous ensemble. Qu'est-ce que c'est que DDM, QDM, BDM, ressourcerie, réemploi, on ne sait pas. Merci Catherine. Donc là, je vais donner la parole à Myriam Barral de l'agence Imago. Bonjour, j'en profite pour nous présenter. Donc, nous sommes une agence implantée sur Nîmes. Depuis 12 ans engagée dans le développement durable, puisque j'ai un certain âge. J'ai accepté de présenter parce que Catherine est venue me chercher. J'ai trouvé la démarche très chouette. Mais je me suis vite retrouvée un peu vieille sur le coup, quoi. Mais bon, dans la démarche, ça fait 12 ans qu'on est engagé, qu'on ne communique pas dessus. On a été engagé progressivement sur des marchés privés puis publics. Assez remarqués, mais on n'a pas trop communiqué dessus. Ça m'a fait un bien et un mal pas possible de revenir en arrière sur 12 ans et de retrouver des projets sur lesquels on avait un investissement assez fort. Alors on a choisi de vous présenter plutôt notre approche et pas démarche. Démarche environnementale, ça fait un peu commercial. On n'est pas dans une démarche commerciale quand on fait du développement durable. Et c'était plutôt pour nous de vous, puisqu'on a échangé toutes les trois, de vous faire part de notre expérience et surtout de vous faire part de nos réponses locales et de notre retour d'expérience. C'était plus pas tant sur les projets, donc je vais aller très très vite sur les projets et pas développer, parce qu'on en a plusieurs, on a fait une sélection. On a une démarche de fond, donc c'est pour ça que j'ai appelé architecture durable. On a commencé en 2007 sur une crèche à Valabrègue qui était HQE avec les 14 cibles développées. On a eu dès le début un rejet de notre projet, on va dire, par la mairie qui a changé, et donc le projet parti avec la mairie, etc. Donc il y a eu pas mal d'histoires qui nous ont un petit peu d'entrée de jeu mis dans le bain. Donc oui, un projet d'architecture durable commence en premier, c'est avec le maître d'ouvrage. Quel qu'il soit, quel que soit l'interlocuteur, les utilisateurs, les personnes que l'on a en face, il est toujours intéressant d'aller creuser ou pousser le projet très loin. On a des projets aujourd'hui qui sont des troisièmes projets pour des maîtrises d'ouvrage qui nous connaissent, qui sont trop exigeants envers nous, qui sont des archis engagés et volontaires. Donc on travaille parce qu'on doit. Heureusement qu'on équilibre par ailleurs, mais c'est une démarche, c'est une approche. Voilà. Donc on est dans une expérimentation, je vais avancer un petit peu. Donc je voulais juste vous montrer la première photo vers le haut et le projet qu'on a réalisé à Vauvert, que vous allez voir ensuite. Et la maquette en dessous, on travaille beaucoup en maquette, papier, parce que pour rechercher. Et le dernier projet qui peut paraître comme pas du tout environnemental, et qui est, tu parlais de comment et qu'est-ce qu'allait être l'avenir. Pour nous, l'avenir, c'est pas forcément, vous allez le voir, que les matériaux biosourcés ou les matériaux biosourcés. C'est aussi une démarche en fonction du contexte, de la commande elle-même. Donc quand on a une maîtrise d'ouvrage qui vous appelle sur un petit musée, il faut savoir dire, non, je ne veux pas mettre des kiosques perdus dans la nature, parce que en fait, si on fait un musée, c'est quand même pour développer une sensibilité, par exemple, au territoire, au patrimoine, à la protection de l'environnement. C'est plus important d'avoir un lieu qui va s'identifier, qui va être identitaire, et qui va être reconnaissable, et évoluer justement, ce que tu disais,
réutiliser. Peut-être que le cycle de vie d'un bâtiment n'est pas que sa recyclabilité, mais aussi sa pérennité, pour que peut-être, Julie, quand tu auras mon âge, tu auras envie de retravailler ou de détruire. Il y a toute une démarche de fond. Et aujourd'hui, on se pose plutôt, nous, la question, pas en fin de carrière, on en est loin quand même, j'espère encore quelques années, parce que c'est passionnant. Mais on est dans une démarche vraiment plus philosophique, plus sémantique, avec du sens de ce que l'on fait. Peut-être parce que l'architecture, le premier mot c'est architecture, c'est pas forcément durable. Et l'architecture qui est pérenne, elle a traversé les siècles parce qu'elle était architecture. Donc voilà, je ne veux pas aller plus loin sur ce débat. Donc nous, on en est dans cette démarche-là. Voilà. Donc vous allez voir que c'est assez varié. Je ne veux pas, moi. Donc pour nous, l'architecture durable, et pour nous, architectes, je vous associe parce que je pense qu'on est tous dans le même cas, c'est agir. Agir dans le respect pour nous de l'être humain, des écosystèmes parce qu'on est dans un contexte, et de l'environnement en général. C'est créer, parce que notre essence c'est la création, c'est de pouvoir donner plus que même ce qui est attendu, donner plus que ce qu'on peut espérer quand on a quelqu'un en face qui nous demande, qui est en attente. Donc c'est créer avec comme fil conducteur le bien-être des usagers. Dans tous nos projets, c'est ce qui nous a toujours guidés, qu'il s'agisse d'enfants, de personnes âgées, de personnes de grabataires, mais c'est pas péjoratif. Hein. Donc, quand on travaille sur des maisons d'accueil spécialisées, on a des personnes qui sont rampants. Donc ça a été une expérience aussi. Donc voilà, c'est pour vous montrer jusqu'où ça peut aller. Et puis nos maîtres mots pour nous, c'est pas ça du tout. Attendez, excusez-moi. Voilà, pour nous c'est un ensemble de mots qui reviennent de façon, de manière systématique dans tous nos projets. On peut les prendre l'un que l'autre, on peut les prendre ensemble, on peut les associer, c'est une approche plus qu'une démarche. C'est une approche qui est propre à chaque architecte. Voilà, on ne va pas développer, mais je voulais vous dire que tous ces mots-là sont des échanges avec le maître d'ouvrage, avec les utilisateurs, avec les élus, avec les personnes qui sont même ceux qui entretiennent le bâtiment. Quand vous parlez de bâtiment de qualité à quelqu'un qui a fait l'entretien, on a toujours une discussion qui est en direction opposée. Parce que nous, on va dire, il est beau, vous verrez, il va pas, c'est pas du tout ce qui est perçu. Donc il faut arriver à trouver la juste réponse par rapport à ces attentes-là. Alors chaque projet, je tenais à dire, on en a parlé, je ne voulais pas redire ce qui avait été dit, on s'était un peu concerté, mais je voulais insister sur le fait de l'expérimentation. S'il y a une approche qui nous est propre, c'est qu'on adore, depuis 15 ans, 12 ans, expérimenter. Vous allez le voir, on se mouille, on fait pourtant du bâtiment public sur lequel on développe des avis techniques, on est obligé d'utiliser les matériaux et les procédés avec avis techniques, mais on adore se mouiller parce que ça fait partie de la création. Et donc l'expérimentation est déjà le premier mot. C'est l'aboutissement d'échanges, de partage de valeurs, de confiance et d'attente. Et in fine, ce projet devient un enjeu collectif et il se nourrit des savoir-faire et des volontés de tous. Il ne faudrait jamais oublier ça, parce qu'un projet, on le laisse à un maître d'ouvrage, on le laisse à des utilisateurs, il ne nous appartient plus. Mais ce que l'on a pu faire en commun, ça reste, c'est ce qui, pour nous, est essentiel et reste. Donc toute démarche environnementale est enrichissante humainement, bien sûr, pas forcément rentable, je vous le dis, je l'avais écrit, je l'ai enlevé. C'est même pas rentable, surtout pas avec les valeurs qu'on nous inculque au niveau, par exemple, retour d'investissement énergétique, excusez-moi, mais il y a d'autres valeurs qui sont plus enrichissantes pour nous, au niveau de la pérennité et de l'usage d'un bâtiment. Donc les matériaux, l'écriture architecturale en témoignent longtemps après, des années après. C'est ce qui pour nous caractérise notre démarche, notre approche. Donc les photos qui suivent ne retracent qu'une infime partie de l'investissement et de la passion qui ont permis ces réalisations. Que vous le sachiez, j'espère que ça donne envie de voir des projets tels qu'on les mène. Je dis de les voir, c'est une erreur. Je vous invite à les vivre, c'est-à-dire que la maison du site des Gorges-et-Gardons,
Elle a un musée, une petite muséographie qui est au rez-de-chaussée, qui est ouverte même le dimanche, que vous pouvez aller visiter. Il y a un muséographe qui est du CES qui travaille très très bien, qui est l'agence des crayons, qui a travaillé sur ce projet. C'est remarquable, et localement, on a des petits projets comme ça qui naissent de volonté de maître d'ouvrage, notamment le syndicat mixte des Gorges-Gardon. Et vous pouvez aller visiter, il y a une atmosphère, parce que quand on travaille sur l'environnement, on crée des atmosphères, il faut aller le vivre. Hein, des projets environnementaux se vivent. Donc voilà, je vais faire long. Il faut que j'avance. La maison des sites des Gorges-Gardon, c'est un projet de restructuration lourde. C'est 700 mètres carrés, ou 700, un peu plus, 700-800 mètres carrés, dont une partie en restructuration, avec une volonté de pouvoir s'inscrire dans un village, rue 100. C'est au bout du pont de la traversée, je ne sais pas si vous vous situez, c'est pas très loin, c'est à une quinzaine de kilomètres. Et donc on a fait une surélévation en ossature bois. Depuis des années, on développe l'ossature bois avec des isolations complémentaires, avec des matériaux qui se conjuguent pour travailler sur les déphasages et les transferts de chaleur dans le temps. Donc on a une première ossature, une isolation par l'extérieur et un bardage châtaignier. On a cherché la traçabilité, on a recherché pas mal dans l'écriture aussi une certaine inscription dans le village. Et on vous a mis ces deux photos qui sont celles, bon bien sûr le bois, il faut savoir que c'est un matériau vivant, c'est un matériau qui se patine naturellement. On dit le bois c'est pas beau après quand ça vieillit, mais c'est comme quelqu'un qui vieillit, malheureusement il faut accepter. Au bout d'un certain âge, les rides deviennent peut-être belles. Ce qu'il faut savoir, c'est que le bois quand il vieillit, il se protège. Donc là vous avez la première façade d'un côté de la rue à 1 an, et puis la façade de l'autre côté de la rue à 3 ans. Et c'est vrai qu'entre la première et la troisième année, on a réussi à mettre en fait nos volets, qui étaient des volets projection, parce qu'on a une façade qui est fermée complètement, qui s'ouvre donc au gré de l'usage des bureaux à l'étage, et même au niveau bas, donc c'est là, ça c'est la salle polyvalente. Là, vous avez une autre salle polyvalente. On a le musée au rez-de-chaussée, les salles polyvalentes d'accueil et pédagogiques, et puis tous les bureaux. On a des bureaux en bas, sur l'autre façade, derrière. Et donc tous les bureaux qui sont à l'étage, ici, en couronnement. C'est une écriture qui, j'ai pas mis de photos. La première des dispositions, bien sûr, on va parler, c'est l'insertion dans l'environnement. L'insertion de cette surélévation dans le site est invisible par le matériau châtaignier, au même titre que si vous aviez une insertion avec un enduit ou de la pierre. C'est les mêmes colorations, et maintenant qu'il est sombre, il disparaît encore plus dans l'environnement. Voilà, excusez-moi, hein. Je voulais vous présenter quand même les ambiances intérieures. Donc bien sûr, on travaille énormément les matières et la lumière pour arriver à qualifier et à permettre une pérennité à nos bâtiments dans leur confort intérieur et dans leur vécu intérieur. Donc, vraiment, je pense que c'est plutôt à aller voir que de voir en photo, c'est dommage. Voilà. Ensuite, donc, je vous ai parlé d'insertion. Une des premières règles dans nos démarches, quel que soit l'architecte que vous pouvez consulter, en fait, c'est l'insertion dans le site. Il est évident que le site a un potentiel et pas des contraintes. Les contraintes, on sait en faire du potentiel. Donc le site a un potentiel et il autorise un dialogue avec ce contexte. Et très rapidement, on induit un parti bioclimatique, une forme de compacité, et de manière intuitive, on a une optimisation énergétique immédiate. Ce sont des ouvertures, ici, c'est une ouverture en galant de bois, excusez-moi, je suis désolée. Ici, c'est une ouverture en galandage qui s'efface complètement, qui fait 7 mètres de long, pratiquement, parce que c'est un prolongement intérieur-extérieur de l'habitation. On sait vivre au sud, dans nos régions, mais quand on travaille en architecture contemporaine, on peut jouer de prolongement extérieur-sud, protégé, mis en valeur, mis en scène.
Donc cette maison, on n'en a pas fait beaucoup parce qu'on travaille beaucoup moins sur du particulier. Et celle-là est quand même une référence dans le sens, excusez-moi, dans le sens implantation, volontairement par rapport à des courbes de niveau et une orientation sud, bien sûr, nord vers le haut. Et donc un développement de la façade par rapport aux courbes de niveau, avec une intégration dans le site qui se met en scène de l'extérieur, sur un angle par exemple, et de l'intérieur, sur un angle évidé avec un calpinage, notamment au niveau des matériaux bruts, parce que là on est isolé par l'extérieur. Et donc on a un rapport d'échelle entre l'intérieur et l'extérieur, comme un cadre. Donc c'est là où on arrive un petit peu à la poésie, si on peut dire. Ça paraît de notre jeu, c'est pas du tout. On est tellement... quand on arrive à ça, on a une vibration, on ne va pas dire autrement, quoi. Voilà, donc c'est un travail sur les matériaux, dans le sens et la lumière. Ici aussi, vous avez vu sur des reportages de Calvin, pareil. Alors, je ne voulais pas vous parler de beaucoup de bâtiments, mais je vais vous parler de bâtiments différents. La première maison est une maison. On a eu la première, c'est une maison de site, on va dire. Pour le syndicat mixte des Gorges-et-Gardons, ils nous ont demandé de faire la bergerie pédagogique qui est à Colias. Donc on avait comme contrainte de travailler avec des procédés non polluants, donc aucune pollution sur le site. Donc on a travaillé avec des matériaux en conséquence et avec une écriture de bâtiment en conséquence. Donc vous avez un schéma de... Oh, excusez-moi, sinon je suis désolée. Vous avez un schéma en coupe, en élévation de la constitution du bâtiment. On a un socle en béton préfabriqué, une élévation en pierre avec une disposition très particulière de coiffe, et puis des ventelles en châtaignier et une structure, bien sûr, sur une échelle comme ça, c'est une structure en bac acier, et un évent, une surélévation qui permet la ventilation pour le confort des brebis, entre autres, parce que là, c'est pas des usagers. Mais les brebis, on a des contraintes très particulières en évacuation des gaz, et donc on a créé cette écriture-là de ventelle et de porosité, c'est jamais fermé. La chaleur des brebis suffit au confort, et avec donc une partie aérée. Donc on a fait le même travail en conception sur la bergerie que ce qu'on fait quand on fait de la ventilation naturelle sur des bâtiments à grande échelle. Donc là, sur ce que j'ai écrit, c'est-à-dire quel matériau pour quelle construction, il faut vraiment vous dire que si vous avez un type de construction que vous souhaitez, il y a des matériaux qui correspondent à ce que vous souhaitez. En fait, c'est une réponse contextuelle, les matériaux. Voilà, en construction, donc on a le socle donc, qui est en préfabriqué hors site. Les bétons sont préfabriqués hors site, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés, ce sont des modules de béton qui ont été posés sur les massifs de fondation. Il n'y a eu que les massifs de fondation qui ont été coulés en place. Tout le reste a été fait hors site. On a des quais à l'intérieur qui ont été coulés en place, mais le reste est de la terre battue. Donc on a très peu de production sur site. Bien sûr, quand c'est un type de construction comme ça, c'est zéro déchet. On a une élévation de pierre monolithe. Au début, dans notre définition, on était une seule pierre, mais on n'a pas réussi à le faire. Donc après, c'est une écriture. Hein, vous voyez l'écriture, là, c'est la partie qui est d'atelier. Ici, c'est le logement du berger et la porte d'accès du berger. Voilà. Donc, ce sont des bâtiments qui ont été souhaités économiques dès le début. Et on a eu énormément de difficultés à respecter un budget qui était autour de 350 000 € pour à peu près 900 mètres carrés. Mais parce que c'est contraignant, c'est vrai que la contrainte, on peut la gérer, on sait la gérer quelle qu'elle soit. On peut changer les matériaux, mais il y a certaines parties architecturaux ou parties environnementaux qu'on ne peut pas changer. Quand on décide de travailler à Colias de la pierre, il faut se donner les moyens d'y arriver et ça a un coût.
Alors notre premier projet sur lequel on a expérimenté, c'est la crèche de Valabrègue. C'est un bâtiment pont, on a l'habitude de dire que c'est un bâtiment pont parce qu'il est fait sur 2 piles de pont, une là et une ici, et sur pilotis tout le reste. On était sur une zone non construite, enfin difficile à construire dans le sens que c'est le lit du Rhône, et on avait une nappe d'assises qui était juste de 70 cm en profondeur. Si on descendait plus bas, il fallait absolument qu'on aille 8 mètres, un micropieux. On a construit donc en flottant, c'est le mot, et avec les ingénieurs et les calculs, et puis il y avait les matériaux qui conviennent pour le faire. C'est-à-dire que, par exemple, on est en système constructif en procédé sec, d'entrée. Sur ce chantier, on a eu une benne à déchets en tout et pour tout. On a un système donc qui est relativement cher, qui sont des panneaux 3 plis constructifs. On s'en est servi pour l'architecture en faisant des murs épais. On a un système ça s'appelle des KLH, de planchers porteurs, autoporteurs sur les piles et en porte-à-faux sur 3 mètres, 5 mètres. C'était volontaire. On a une sorte de bâtiment pont parce qu'il est autoporteur. Ça, c'est du 5 plis. On a dessus une chape sèche en sable et des plaques comme un peu des placos, mais c'est pas des placos, c'est des renforcés en sol. Donc c'est un plancher qui est, on appelle ça un plancher sec. C'est que des procédés secs, voilà. Et donc c'est une volonté. La partie rez-de-chaussée qui est inondable, je vous le montre. Cette partie ici était la grotte et la grotte d'ailleurs elle est toujours la grotte des jeunes enfants, et elle a été isolée donc en liège et en carreau-brique brut sans aucun traitement parce que c'était pour stimuler la créativité des jeunes enfants. Et voilà, c'est une démarche de fond. On a travaillé, je vous dis, j'ai oublié d'en parler avant, sur ce projet-là, on a travaillé avec Olivier Gaujard, qui est un bureau d'études bois d'Avignon, qui nous a pas mal boosté et initié dans la matière. Et en fait, on a un procédé donc bois qui va de panneaux 3 plis qui va jusqu'à mettre le 3 plis au nu intérieur, isolé par l'extérieur en fibre de bois et bardé. Donc là vous le voyez parce qu'il y a la réservation, vous voyez, pour l'isolant, et après on barde devant. Donc c'est une structure optimisée, totalement optimisée dans le sens qu'il y a juste ce qu'il faut au bon endroit. C'est comme ça qu'on arrive à contenir des prix. Ça ne nous a pas empêché de faire un mur à l'intérieur parce qu'on avait quand même une cible de confort des utilisateurs qui sont les jeunes enfants. Et on a fait un mur à l'intérieur en terre. Alors on était dans un idéal, parce que c'était notre tout premier, pas tout à fait tout premier, on avait une construction qui avait été faite avant environnementale, mais on y croyait vraiment et on est parti avec ce mur en terre en disant oui, ça va assurer l'inertie. Donc c'est un mur de refend longitudinal. Vous avez vu le concept de la crèche qui est conçu sur un axe, et le long de cet axe, dans ce mur-là, qui est un mur guide, qui est un mur support pour au fil de la journée, les enfants, enfin, il y a tout un sens derrière. Et on avait bien l'intention de faire un mur en terre. Et au fur et à mesure des études, on s'est rendu compte qu'on n'arriverait pas autrement à avoir un mur qui, de terre, n'a que l'enduit. Parce qu'il est en ossature bois, rempli de copeaux bois, même avec un liant, mais rempli quand même à une grosse majorité de copeaux bois, comme vous voyez là. Ce qui est sympa, c'est vrai que c'est le côté canis, parce qu'il y a le côté canis qui vient fermer le mur. Ça disparaît. Hein. Ça suffit uniquement pour maintenir quand il bloque les copeaux dedans. Et dessus, il y a une trame, et l'enduit qui vient dessus. L'enduit de terre, il est mélangé avec de la paille. Ça a posé de gros problèmes d'usage dans la crèche. La dernière fois que j'ai dû y aller, c'était il y a 2 ans. J'y suis quand même retournée, parce que c'est quand même un très beau projet. Et en fait, ils ont mis un soubassement parce qu'ils nous ont reproché que c'est bien beau de mettre des matériaux sains, des matériaux beaux, tout ce qu'on veut, mais à l'usage, les enfants s'amusent à enlever ces petits copeaux de paille. Voilà. Donc, en fait, c'est quand même c'est très qualifiant comme mur et comme matériau. C'est le mur que vous percevez là et qui est après sur les travées. Là, voilà.
Ça, c'est parce qu'on a créé une sorte d'appel de vent avec un mur bois derrière. Et cet appel de vent était fait pour ventiler naturellement avec une sortie ici. On s'est confronté sur ce projet à un problème avec nos ingénieurs qui n'ont pas voulu utiliser des dispositifs naturels parce qu'ils ont des exigences de calcul qui imposent à ce que le débit d'air et le débit entrant et le débit sortant, les équilibres. Donc on n'a pas pu faire une sorte... C'était pas un puits canadien, c'est qu'on avait créé cette turbulence du vent en plein nord pour arriver à rafraîchir naturellement et puis évacuer les surchauffes. Et en fait, ça n'a jamais été fait. Et ça a dysfonctionné dès le début. Dès la deuxième année, pas la première, la deuxième année, ça a dysfonctionné, ils ont climatisé, j'en étais malade, mais bon voilà. On avait installé une chaudière bois, on est allé nous-mêmes, quand je vous dis que c'est un investissement, on est allé nous-mêmes, le jour où il y avait l'approvisionnement du bois, aller charger le silo, parce qu'il n'y avait personne de la mairie qui pouvait le faire, donc on avait la clé, donc on est allé ouvrir et remplir le silo à bois, parce que sinon, voilà. Donc dans les enjeux et les matériaux qu'on peut développer, on a... Valabrec est une commune dont le produit essentiel est la vannerie. Et on a créé cette hutte du comte en osier. On a vu le vannier local et on lui a fait faire cette hutte. Donc c'est des passations de marché, c'est toujours un peu délicat quand on est un marché public. En général, on y arrive. Ouais, donc... Alors, on a développé plusieurs crèches, je voulais vous la montrer uniquement pour la démarche, surtout de construction bois. Donc Kathleen vous a parlé de modules, c'est vrai qu'on peut très facilement faire du module. Nous, dans notre manière de faire depuis quelque temps, on travaille des constructions bois un peu avec des plis pour les conjuguer avec des toitures un peu mises en scène, un peu, celle-là elle est végétalisée notamment. Donc on travaille, comme je vous disais, sur des maquettes. Et en fait, le procédé de construction bois est souvent poteau et poutre, mais souvent une nappe structurelle. Et on a tous, après, c'est vrai que la construction bois est assez facile à développer. Elle peut être très performante techniquement, thermiquement et respirante, perspirante. Et donc, on travaille ces projets-là avec souvent une optimisation de matière. Parce que quand on est sur des budgets comme ça, si j'ai un souvenir, c'est à peu près 600 000 €. Et on a une exigence de la maîtrise d'ouvrage et pas forcément en face la notion de ce que ça peut coûter intellectuellement pour arriver à la réponse. Donc, c'est plus facile de travailler pour un projet qui en fait 7 millions d'euros, par exemple, et où vous avez une vraie démarche et personne ne va vous opposer vos partis pris. Parce qu'on a des attentes et des exigences qui sont telles qu'on est les seuls à être sachants. C'est plus facile de travailler sur des projets à grosse échelle que sur des petits projets. Et quand on est sur des crèches, où on est dans des échelles un peu mixtes, on voit bien cette différence-là. Surtout sur des crèches, parce qu'il y a une grosse attente de confort, d'espace sain. Donc on va très vite dans une réponse qu'il faut garantir. Et donc on va sur des optimisations structurelles. L'intérieur, pour vous monter la nappe et le système constructif. Je vais plus vite. Sur Malataverne, qui est une petite commune vers Montélimar, on a fait 165 mètres carrés. Une maison petite enfance, de 165 mètres carrés. Ils nous ont supplié pour la faire parce que c'est des petits projets, ce sont des investissements qui sont lourds et on a conçu, alors l'image n'est pas très belle, on a conçu les portiques et optimisé les travées pour arriver à répondre malgré tout à leurs besoins avec un système constructif poussé au bout, quoi. Donc même à cette échelle-là, on a fait un bâtiment assez performant, on va dire, économiquement. Il était aussi techniquement, parce que on le voit, alors je vais vous montrer, je ne vous ai pas parlé trop des coupes, là il est végétalisé, il a une surventilation, ce qu'on fait tout le temps.
quand on végétalise et quand on travaille, parce qu'on a un confort d'été qui nécessite, nous on a des très fortes chaleurs de surface, très fortes chaleurs de surface, excusez-moi, un plénone surisolé. On a un complexe isolant sur l'ossature et on isole en plus par l'extérieur, avec deux matériaux différents qui se conjuguent. Voilà notre système constructif. On a souvent, vous l'avez dû le voir tout à l'heure sur celui de Cabriès, des claire-voies et des châssis sous plénum qui conduisent à une lumière en profondeur et qui conduisent aux ambiances que vous avez pu voir. Sur celle de Mulaison, donc on a fait aussi la crèche de Mulaison, si on vous a mis ces photos-là, c'est uniquement pour vous montrer un système constructif qui pour nous est celui qu'on développe. On a fait celle de Cavaillon aussi comme ça, mais je ne vous ai pas tout mis. Mais pardon, ça faisait longtemps. En fait, on développe des systèmes constructifs mixtes, où on travaille sur l'isolation par l'extérieur de murs en béton massif, de murs de refend en béton, et ensuite on vient envelopper par l'ossature bois. Et ce type de projet conduit à avoir un confort naturel, des ambiances et des atmosphères naturelles assez remarquables, des équilibres de chaleur et de fraîcheur. On a des parois qui, quand elles sont, par exemple, cette paroi, sont des parois fraîches, alors que là, on est en plein sud, on a des protections. Vous voyez les châssis hauts dont je vous parlais tout à l'heure. Donc là, il y a des brise-soleil devant, il y a une casquette qui est devant, qui vient en finir. Et en fait, on travaille sur ces matériaux pour équilibrer nos ambiances et les notions de confort. Ensuite, en parallèle de ce mur-là, de l'autre côté, c'est la même pièce d'ailleurs, je pense, on a des parois qui sont doublées acoustiquement, parce que c'est quand même des lieux qui reçoivent des enfants. On a des plafonds qui sont acoustiques, mais on a aussi un complément en matériaux naturels. Là, c'est du hêtre. Ce sont des lames que l'on travaille à claire-voie. Sur Cabriès, on les a remplies. Enfin, il y a tout un dialogue de parements que l'on met en scène pour le confort acoustique. Ça ne discute pas les couleurs, bien sûr. Donc, ensuite, on a quand même voulu vous montrer ce projet-là sur Vauvert. On a là fait une réelle expérimentation. Alors, on avait un projet qui fait de pratiquement 1800 mètres carrés, quand même, c'est un projet de 3 millions d'euros. Pour le conseil départemental du Gard, c'est le siège de l'unité, c'est l'unité territoriale d'action sociale et d'insertion à Vauvert. Et en fait, on a réussi en phase APS, à sensibiliser le maître d'ouvrage du conseil départemental, qui à l'époque entrait dans le développement durable. C'est un projet qui va avoir en genèse 6-7 ans et qui a été fait, on a dû le livrer en 2017 peut-être, 2017 peut-être. Et en fait, on a réussi à dire, mais on peut essayer de mettre le roseau camarguais, qui est traditionnellement sur les toitures, on va essayer de le mettre en façade. Nous, on avait notre propre connaissance avec culture architecturale contemporaine, et on a essayé de développer l'écriture avec le matériau. Et en fait, on a été au bout. Ça a été assez difficile. On a eu la chance d'avoir, comme tu le disais tout à l'heure, un contrôleur technique, et c'est souvent eux qui sont à l'origine de valider des procédés qui ne sont pas sous avis technique. Et puis les volontés, là aussi, quand on parlait de maître d'ouvrage, même le conseil départemental ou les personnes qui sont chargées de l'opération, même la Ségare, j'ai oublié de marquer Ségare, la Ségare qui était derrière en tant qu'AMO, et même eux ont pris position pour essayer d'aller au bout de cette définition. C'est vrai qu'on avait argumenté quand même le développement durable, mais territorial quand même. Donc là, c'est vrai que ça touche quand même pas mal de personnes. Quand vous dites sur la Camargue, si on pouvait développer des habitations comme ça touche quand même un petit peu, quoi. Mais que le conseil départemental s'en occupe, c'était un peu particulier. Donc, on a été obligé, dans la démarche, de développer ce qu'on appelle un avis technique expérimental. Ça veut dire qu'il faut que le CSTB approuve et donne la validation du procédé. Ce procédé n'existe pas. Donc il y a toute une démarche d'expérimentation, de création, de conception,
qui est relativement lourde. Donc je vous la retrace en plan et en image. Donc au début, on avait conçu avec toute notre culture et avec, vous savez, quand vous dessinez et quand vous dites je vais mettre ce matériau sur la façade, il faut le dessiner pour savoir comment on le met. Donc il y a déjà toute une démarche technique de mise en œuvre qu'il faut maîtriser. Donc on avait pour idée, parce qu'on n'avait pas la culture du matériau en lui-même, on avait rencontré quand même un sanier de Saint-Gilles et un autre sanier, mais qui est plus un charpentier, donc un sanier de Vauvert et un charpentier de Saint-Gilles. Et en fait, on savait ce qu'on voulait faire, mais sans avoir la solution. Donc on avait inventé, et vraiment inventé, un procédé de plateau, parce qu'on connaissait tout le système de bardage, et on savait que cette fixation était sous avis technique. Donc on s'était donné, si vous voulez, les moyens d'arriver à mettre notre matériau en œuvre. Et on avait, bon, sur ce détail-là, ce que vous pouvez voir, c'est ce qui est essentiel, on a les continuités d'isolation, on a tout un travail technique qui rend le projet faisable. Il faut absolument que ça soit faisable, sinon à ce stade-là, ça ne marche pas. On a consulté comme ça, et en allant voir monsieur le Sanier et l'autre monsieur de Saint-Gilles pour essayer de le motiver pour répondre. Et quand on a été à réaliser, on a réalisé de cette manière-là, et c'est son procédé, c'est-à-dire qu'on a été contraint de faire une charpente orientée, parce que son procédé de mise en œuvre nous imposait d'avoir des liens par le fil de fer traditionnel. C'est-à-dire que le procédé de fixation de la sagne sur la façade est totalement traditionnel. Il ne savait pas faire autrement. C'est là où tout à l'heure je vous ai parlé de rencontres, d'échanges et d'échanges de savoir-faire. C'est très très enrichissant quand on est sur un projet et ensuite sur chantier, quand on travaille avec des sachants qui mettent toutes leurs tripes pour arriver à le faire. Donc on a conçu cette charpente que vous voyez là. Là vous voyez le parapluie parce qu'on est quand même dans les protections de la façade. Même on n'aurait pas eu besoin. C'est un matériau imputrescible évidemment. Et en plus, il fait 21 cm d'épaisseur. Parce qu'en fait, leur savoir-faire, c'est 3 manons en Camargue, quand ils ramassent à la main, le roseau. Et ces 3 manons qui sont tressés ensemble, qui ont fait ces ballots. Enfin, ce ne sont pas des ballots, hein, ce sont plus des rouleaux qui sont développés sur la façade, 3 l'un sur l'autre. Donc ça a donné cette définition-là. Nous, ce qu'on souhaitait, c'était l'écriture que vous avez vue de dessous, c'est ce calpinage de ballots en façade, c'est ce qu'on a recherché et qu'on a travaillé avec. Donc avec M. Perret, qui est l'entrepreneur de Saint-Gilles, qui a eu le marché et qui fait des paillotes, qui fournit la sagne en Vendée, en Bretagne, partout où il y en a besoin. Mais sur place, il ne l'utilise pas, il exporte, mais il exporte. Donc il a joué le jeu. Je pensais qu'on aurait pu faire une histoire un peu plus continue. Quand j'étais allée chercher pour faire un projet bois là, sur la glade, je l'ai supplié pour qu'il réponde. Il a répondu, c'était sympa. Je lui ai demandé de développer, parce que quand même on a un bâtiment qui fait 2000 m², c'est pas le petit, c'est une très grande façade qui est comme ça, et de l'autre côté sur la rue c'est pareil. Il n'a jamais, bon, il dit que c'est pas la peine de se casser la tête avec les marchés publics et le bâtiment, ils sont trop contraignants, c'est trop les codes prorata, tout ça, c'est pas la peine. Il vaut mieux faire des paillotes, c'est plus rentable, puis on ne se casse pas la tête. Donc, notre expérience, et c'est pas fini, je pense que l'histoire n'est pas finie, et puis si ça sera peut-être développé autrement, c'est pas la question. Donc là, vous voyez quand même, je voulais vous montrer la complexité aussi qu'on peut avoir. Ici, par exemple, quand on a l'intégration de brise au soleil dans un projet, ça peut conduire à des renforts de charpente, et c'est assez lourd à mener avec des artisans. On a des définitions qui sont assez pointues, par exemple d'encadrement de baies et de jonction de matériaux. Voilà. Ensuite, je voulais juste vous dire que notre démarche
environnementale, elle est à plusieurs échelles. Et ça, c'est le dernier projet que je voulais vous montrer. On a travaillé sur la halle des sports de Galargues avec la même philosophie. Et si on a une satisfaction, même si c'est un marché qui est cadré avec des exigences qui ont tout autre intérêt qu'environnemental, on a essayé de travailler sur un parti très fort de lumière naturelle qui conduit à cette ambiance-là et de ventilation par des chaînes surélevées. On a gagné le concours sur un parti qu'on a tenu. En finalité, c'est aussi des combats avec nos ingénieurs qui ne veulent pas forcément faire de l'environnement. On est dans des marchés de travaux qui sont, même nous, même les nôtres, qui ont besoin d'être rentables. Donc on se confronte, et c'est un combat de quotidien, que d'imposer à un bureau d'études de ne pas faire ce qu'il veut, de ne pas faire là où il veut, de ne pas passer, de ne pas... etc. C'est une surventilation, dans ce cas-là, qui est issue de notre expérience hospitalière, où on a créé du désenfumage dans d'autres projets, et où, sur la halle des sports, j'ai imposé qu'en plus de la GTB, de tous les systèmes de régulation, de contrôle de consommation d'énergie, tout ce qu'il peut y avoir maintenant de technicité dans un bâtiment, c'est impressionnant. On en arrive à des contrôles qui sont assez pointus quand il s'agit de locaux comme ça occupés temporairement. Et en fait, j'ai réussi à leur faire valoir qu'il fallait quand même que l'utilisateur, l'usager, l'encadrant, puisse débrayer un système d'évacuation de surchauffe pour avoir un confort naturel. Et donc on a mis en place un système de châssis, de toiture, de chaîne, et de déstratificateurs. Ce sont des procédés qui sont un peu expérimentaux dans le sens qu'il n'y a pas trop de retour d'expérience, mais pour arriver à un confort naturel, cet été où on était encore en chantier, il n'y avait pas besoin de quoi que ce soit pour rafraîchir. D'ailleurs, ils ont eu le pic de chaleur et c'était pas un problème. Par contre, quand il y a des utilisateurs, des sportifs, et c'est un autre problème. L'usage, il n'est pas uniquement quand on se balade, il est aussi dans le quotidien, quand il y a 3 ou 4 salles de classe qui sont dedans, ou du public sur les tribunes, etc. Donc, on a créé ce système de ventilation avec la même philosophie, exactement la même philosophie que celle que je vous ai parlé tout à l'heure sur la crèche Valabrec. Sauf que les moyens, en fait, qu'on se donne, c'est en fonction du maître d'ouvrage, parce qu'on a forcé, on n'était pas obligé, c'est des surcoûts. Les déstratificateurs, c'est 16 000 euros. Il fallait prouver la rentabilité pour les châssis. On a un système, un automatisme, on en a à peu près pour 25-26 000 euros. Donc, sur 3 millions d'euros, c'est sûr que c'est pas grand-chose. Mais à un moment donné, quand vous avez un budget, il faut arriver de la même manière à dire ça, il vous le faut, ça, il y a d'autres solutions. Et c'est la démarche qu'on a, en fait, environnementale, on a cette démarche en continu. Nous voulions remercier nos 3 architectes de ce soir, vraiment très chaleureusement, de nous avoir consacré du temps. Lorsqu'on les a contactés, on les savait très occupés, mais elles ont tout de même accepté. Donc, si vous avez des questions, en fait, là, on a un petit peu dépassé le temps. On peut continuer à échanger sur ce thème autour d'un verre. Voilà.